Bienvenue à Bibliothèque Médicis. L'État islamique, danger mondial numéro 1, tient ses promesses cruelles et dramatiques et criminelles. Il est certes affaibli, mais il n'a abattu ni ses dernières cartes, ni renoncé à ses ambitions dans la région et ailleurs. Et les coalitions internationales armées livrent contre Daesh, en ce moment, une bataille de plus en plus serrée dans les airs, même si on ne le dit pas quelquefois, même au sol. Pierre-Jean Luizard, je suis heureux de vous retrouver, en tout cas de vous accueillir à Bibliothèque Médicis. Vous nous aviez déjà marqué avec votre livre prémonitoire, ce petit livre qu'il faut lire, Le piège Daesh aux éditions de la Découverte. Depuis, sur qui se referme le piège et la mâchoire du piège, sur l'État islamique ou sur ceux qui le combattent? Le piège dans ce livre mettait en garde plutôt contre une intervention militaire occidentale contre l'État islamique sans volet politique. Aujourd'hui, il me semble qu'il y a une dimension que nos diplomaties négligent, c'est le processus de délitement d'un certain nombre d'États arabes qui est le principal atout de l'État islamique. Et le premier État arabe à s'être effondré, c'est l'État irakien, dont je pense personnellement qu'il ne reviendra pas à la vie et qui risque d'entraîner, par un effet domino dans sa suite, l'État syrien. Mais l'État islamique est affaibli, malgré ce qu'on disait, et grâce à la coalition armée. Il est affaibli, mais la force de l'État islamique n'est pas militaire. Ce n'est pas une puissance militaire, c'est une puissance politique. Et si on ne comprend pas ce qui a fait le succès de l'État islamique depuis qu'il s'est emparé en 2014 de pans entiers du territoire irakien et syrien, on ne pourra pas venir à bout de cette organisation qui ne peut pas se résumer à une organisation terroriste. Oui. On va en parler. Abdenour Bidar, philosophe, qui a toujours le courage de sa parole, et vous lancez contre les destructeurs l'assaut des nouveaux tisserands que vous appelez, oui, ou résistants que vous appelez les tisserands. C'est-à-dire ? Comme l'indique le sous-titre, ce sont tous ceux qui réparent le tissu déchiré du monde, c'est-à-dire qui luttent à une échelle ou à une autre, pas seulement en France, contre toutes les crises des liens qui se sont endommagés. Je crois que nous avons affaire à une crise de civilisation. À une crise de civilisation, c'est-à-dire à une crise de tous les liens. Notre lien avec la nature est très endommagé. Nos liens sociaux très en souffrance à toutes les échelles, notamment avec, en France, le triple lien, le troisième. La création des inégalités, l'aggravation des inégalités. Et le troisième, c'est le lien à soi, dans un sens plus directement spirituel. J'espère qu'on aura l'occasion d'en parler. Pierre Gahn, préfet, vous êtes chargé de gérer les centres de déradicalisation annoncés par Manuel Valls. Où et qui sont-ils ? Alors d'abord, nous, on préfère parler de centres de réinsertion et de citoyenneté, parce que la notion de déradicalisation, on pense que c'est un enjeu vraiment insurmontable que de vouloir déradicaliser. Par contre, réhabiliter et réinsérer des personnes qui se sont perdues, qui sont rentrées dans des idéologies, qui ont épousé des projets qui ne sont pas les nôtres, on peut encore espérer les remettre dans le giron de la République. Parce mais ils ne sont pas partis, ceux-là, ou ils sont encore là? On espère, dans un premier temps, travailler avec ceux qui ne sont pas encore partis et qui ont l'intention de partir, qui sont en rupture avec nous. Ils sont combien? Aujourd'hui, on a mis en place un dispositif qui s'appelle la plateforme téléphonique, qui a identifié pratiquement 9500 situations, 9500 personnes donc, qui pourraient, si on ne faisait pas attention, pourraient être embarquées dans cette aventure Est-ce que ça veut dire que ces 9500 9500 ne peuvent plus partir faire le djihad? Ces personnes sont identifiées, on a pris conscience qu'elles pouvaient partir, donc quelque part elles sont aussi regardées, un peu surveillées. L'enjeu pour nous, c'est de tout faire pour que ces personnes se réhabilitent dans des dispositifs républicains. Nathalie Goulet, sénatrice centriste, très active. Vous avez de nombreuses activités et des titres. Rapporteur de la mission, j'en choisis un, rapporteur de la mission d'information sur l'organisation, la place et le financement de l'islam et de ses lieux de culte. Vous nous direz d'abord le niveau du danger, notamment de la radicalisation ou la déradicalisation
djihadisme, alors qu'on est incapable d'empêcher souvent les jeunes garçons et filles de se radicaliser, peut-être de partir. Et en plus, vous présidez le groupe d'amitié du Sénat sur l'Arabie Saoudite et les pays du Golfe. Pourquoi une femme? Pourquoi pas? Non, pourquoi pas, mais c'est très bien. Mais comment vous êtes reçus? Comment vous êtes accueillis? Écoutez, honnêtement, j'ai pas de souci avec les pays du Golfe avec lesquels je travaille et mon mari avant moi. C'est une affaire qui dure depuis déjà longtemps. Et au contraire, je trouve que les rapports se sont beaucoup améliorés. Ils n'ont jamais été mauvais. Mais on a aujourd'hui, avec ces pays, des relations qui sont beaucoup plus importantes parce qu'on a besoin aussi des États du Golfe dans la lutte contre le terrorisme. Ils sont eux-mêmes devenus des cibles. Et quand vous devenez une cible, vous perdez votre bonne humeur et éventuellement vos capacités de financement. Et là-bas, vous décapitez un peu plus souvent. Oui, mais on est contre la peine de mort, on en parle. Quand vous on allez, en parle toujours. Vous mettez une robe complète, un voile? Alors, les kits sont variables. Bahreïn, rien. Qatar, rien. Arabie Saoudite, juste une abaya, mais rien sur la tête. Et l'Iran, un voile sur la tête et une tunique à mi-cuisse qui couvre les hanches. Le problème ne se pose pas pour Céline Pina. Chez Kero, vous publiez Silence coupable. On vous a vu quelques fois. Vous dénoncez avec beaucoup de véhémence le silence des élus, qu'ils soient de droite et surtout de gauche, de cette gauche d'où vous venez et qui s'est longtemps montrée, vous le dites, embarrassée devant la montée du djihadisme, souvent pour des raisons qui étaient électorales et politiques. Oui, on le voit, il y a eu une forme de refus de penser tout ce qui était religieux et toutes les revendications politico-religieuses par la gauche, au nom d'abord d'une sacralisation finalement de la figure du dominé. C'est-à-dire que la gauche a fini par abandonner en fait ce qui était son fonds de commerce. Parce que quand la culture ouvrière a été... D'accord, on ne va pas faire de l'histoire. Vous étiez au PS. Oui. Même élu du PS. Vous avez été exclu, vous en êtes parti? Non, je n'ai pas été exclue. On a cherché à m'exclure. Les Et vous êtes militants parti de n'ont pas vous-même. suivi et je Très suis bien. partie de moi-même. Et vous parce avez, que vous avez j'étais frappé les esprits, comme cela arrive quand on critique son propre camp. On va vous écouter tout à l'heure. Peut-être parce que ces critiques ont été entendues par une population qui, elle, en a marre de n'être représentée par personne. Je crois que c'est surtout ça. Mais peut-être l'extrême droite quelquefois, non? Je pense que par désespoir, certains en arrivent à glisser un bulletin extrême droite dans l'urne, mais la plupart ont arrêté de voter, la plupart ont arrêté de militer, la plupart sont en déshérence complète. Pierre-Jean Luizard, vous nous aviez raconté l'irruption de l'État islamique au Moyen-Orient. Vous avez fait prendre conscience que pour la première fois, un groupe salafiste affichait son objectif d'occuper un territoire géographique et avec l'ambition de construire un État. Aujourd'hui, est-ce qu'il y parvient? Oui. Oui, il y parvient parce que l'État islamique a réussi à s'implanter dans des régions transfrontalières, à cheval entre deux pays, la Syrie et l'Irak. Et ça n'est pas un simple groupe terroriste. Il y a une administration, il y a un pouvoir exécutif, il y a un pouvoir judiciaire, il y a des autorités fiscales. Donc il y a beaucoup d'attributs qui sont normalement les attributs des États qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans les territoires qui domine quel contrôlés. type de territoire? Bon, la capitale, c'est Raqqa. Alors, là où il y a eu un tour de passe-passe de la part de l'État islamique, c'est qu'il parle au nom de la communauté musulmane à un niveau global. Il parle, il prétend parler, puisqu'on voit qu'il y a des résistances. Alors qu'en fait, ils trouvent leur base dans un contexte communautaire moyen-oriental très réduit, notamment la communauté arabe sunnite d'Irak qui n'a pas trouvé sa place dans la reconstruction politique voulue par les Américains. Donc aujourd'hui, vous dites que c'est un État. Est-ce que c'est un État ou une organisation plutôt riche de ce qu'elle conquiert, de ce qu'elle, allez, on peut le dire peut-être, de ce qu'elle vole ou de ce qu'elle menace en utilisant la terreur? Voler, peut-être que l'État islamique vole, mais ça n'est pas le seul. Hein. Tous les États sont en matière de corruption. En matière de corruption, l'État islamique est certainement moins corrompu que certaines autorités, notamment les autorités que nous reconnaissons officiellement, celle de Bagdad,
qui sont, on l'a vu avec les événements de cet été autour des pénuries d'électricité, qui sont certainement les autorités les plus corrompues. Non, ça a été justement l'une des bases de l'État islamique, c'est-à-dire de paraître un État de droit, là où les États autour étaient des États de non-droit. Et je peux vous dire que pour la population de Mossoul, le cauchemar serait le retour de l'armée irakienne. Et l'État islamique est un moindre mal pour eux, parce que est-ce qu'ils adhèrent? Alors, est-ce que ce serait un cauchemar, mais est-ce qu'ils adhèrent à ce qu'est Daesh pour autant? Ils sont pris dans un piège où, au Moyen-Orient, tout le monde a peur de celui d'en face. Les sunnites ont peur des chiites, les chiites ont peur des sunnites, les Kurdes ont peur des sunnites, etc., et des arabes sunnites, etc. Ça a été probablement un processus communautaire qui interdit aujourd'hui les différentes communautés de vivre ensemble dans le système des quotas que les Américains ont voulu mettre en place. Donc, dans ce système-là, ce que propose l'État islamique aux Arabes sunnites, c'est un moindre mal par rapport à ce qui s'est passé, par exemple, à Tikrit ou à Ramadi. Si les militaires vous disaient, vous demandaient, est-ce que nous allons reprendre la ville et les champs pétroliers de Mossoul, même si c'est difficile, qu'est-ce que vous répondriez? Parce que c'est le grand rendez-vous prochain attendu. Oui, alors c'est possible, effectivement, de reprendre Mossoul. Simplement, si nous déléguons à des forces qui, sur le terrain, sont partie prenante au conflit, notamment les Kurdes et l'armée irakienne aidée par des milices chiites, nous rendons un très grand service à l'État islamique dans la mesure où ça le conforte dans sa posture de grand protecteur des Arabes sunnites de la région. Mais ils ont envie de se débarrasser aussi, naturellement, du régime. Enfin, je dis naturellement, du régime de Bachar el-Assad, ils n'en veulent plus à Damas. Et dans le journal Le Monde, Pierre-Jean Luzard, vous expliquez que, je vous cite, les soi-disant printemps arabes de 2011, notamment en Syrie, ont agi comme révélateurs des divisions communautaires. Et on peut dire aussi dans les cités en Europe et en France, on en parlera tout à l'heure. Et vous expliquez aussi que le conflit entre sunnites et chiites est global et probablement irréversible. C'est-à-dire que nous devons nous y habituer. Et j'ai envie de vous dire, avec quelles conséquences? Nous devons nous y habituer. Bon, on ne s'habitue jamais à une situation de conflit et de guerre, mais il y a un mouvement général d'émancipation des communautés chiites du monde arabe qui avait pour point commun d'être des communautés dominées socialement et politiquement par des sunnites. Et c'est vrai que les printemps arabes ont révélé cela. Le problème, c'est que les États en place n'ont pas été capables d'accueillir ces revendications sur une base citoyenne et qu'on a aujourd'hui cette confessionnalisation qui fait que le constat terrible, c'est de voir que l'occupation américaine de l'Irak en 2003 et le printemps arabe en Syrie en 2011 ont abouti au même résultat et ça, c'est très très triste. Et aujourd'hui, chacune des communautés dont vous allez parler, en dehors des Alaouites de Bachar el-Assad, a ses propres soutiens. Mais vers qui penche aujourd'hui la balance de l'histoire? Les sunnites, les chiites, et qui sont les chiites, maintenant renforcés par l'Iran. Nous nous regardons, mais nous sommes aussi concernés, comme vous allez le montrer. Alors, nous sommes concernés. C'est vrai qu'il y a eu dans la diplomatie française un tropisme en faveur des sunnites pendant très longtemps, et notamment en faveur des monarchies du Golfe. On voit aujourd'hui que nos alliés sunnites sont beaucoup moins solides que ce qu'on aurait pu penser, et que l'Iran et les communautés chiites, dans un contexte de conflit, pourraient être des alliés éventuels. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un processus irréversible, c'est l'émergence des sociétés civiles. Et ces sociétés civiles, aujourd'hui, elles se manifestent d'un point de vue communautaire. Ça veut dire que les revendications des uns et des autres, on ne pourra pas les étouffer. Elles sont conflictuelles et contradictoires. Mais est-ce que la coalition internationale, plus l'intervention militaire des Russes, ont durablement affaibli Daesh ? Ils ont affaibli Daesh en apparence, mais l'intervention des Russes a été là un très grand service rendu à l'État islamique, puisque les Russes ont finalement pris position militairement pour les chiites, c'est-à-dire pour l'Iran, pour le gouvernement de Bagdad et pour Bachar. Et nous n'avons, si l'objectif est de stabiliser la région, nous n'avons aucune raison de jeter de l'huile sur le feu et de soutenir une communauté contre les autres. Nathalie Goulet. Oui, juste rappeler la vision de Jacques Chirac qui nous a quand même empêchés de rentrer dans cette guerre
incroyable qui a déstabilisé Bagdad. Et vous parliez tout à l'heure des États faillis. Ça fait très longtemps qu'on le sait. Gaëtz Minassian à Sciences Po a écrit un bouquin sur les zones grises depuis très longtemps. Et donc, ce qu'il faut remarquer dans ce fatras, cette espèce de situation ingérable de tous ces États faillis pour lesquels on n'a pas de solution politique, c'est quand même deux choses. Mais c'est à eux peut-être de trouver les solutions Justement, politiques. mais ça c'est Bertrand. Là, on ne peut pas encore leur calquer nos propres images, nos propres démocraties. C'est modifier des régimes sans avoir aucune solution de remplacement, dans un espèce de Rubik's Cube dont vous voyez bien qu'on ne peut plus du tout le remettre en place. C'est quand même une difficulté, avec des conséquences géopolitiques dramatiques, humaines, absolument catastrophique, pour lequel les organisations internationales, pardonnez-moi, sont aussi tout à fait incapables de gérer la question. Donc vous voyez dans quelle situation Donc ça va on durer. est. Ça va durer. Oui, les sociétés civiles dont parle Pierre-Jean Luizard sont prises entre le marteau et l'enclume depuis des décennies. Le marteau de dictatures politiques qui sont certes laïques, mais qui sont souvent extrêmement prédatrices et violentes. Et puis l'enclume d'organisations comme l'État islamique ou ailleurs d'une collusion entre le politique et le religieux, donc des autoritarismes qui sont soit politiques, soit religieux. Et de ce point de vue, je voudrais simplement rappeler deux petites choses. La première, c'est que je m'insurgerai toujours contre l'appellation État islamique. Je ne sais pas si c'est un État, mais en tout cas, ce que je sais, c'est qu'il n'a rien d'islamique. C'est-à-dire qu'il... Donc, pour vous, il n'est ni État, ni islamique. Alors, État, je ne suis pas spécialiste de géopolitique. Attends, on va voir. Pierre-Jean Luizard, c'est un État ? Alors, moi, je pense que l'État islamique a beaucoup de prérogatives des États, et islamique n'étant pas une autorité religieuse ni musulman, je ne me sens pas la capacité de dire alors, qu'il moi, je me sens la capacité, je suis un philosophe de l'islam, le philosophe a un regard critique sur ce qu'il étudie, et en l'occurrence, je considère comme une imposture cette épithète islamique accolée à cet État, parce qu'il fait... Alors, attendez, simplement, peut-être j'argumente un tout petit peu, il fait référence à la doctrine mythifiée du califat, et donc il s'adresse à la Oumma islamique mondiale en faisant jouer ce fantasme d'un retour du califat, et donc de quelque chose qui serait authentiquement islamique, c'est-à-dire en accord avec la grande histoire du lien entre spirituel et politique en islam. Mais en réalité, ce que ça dissimule, c'est une organisation qui n'a strictement aucune, je dirais, qualification spirituelle. C'est une organisation prédatrice, c'est une organisation violente. Donc je ne vois pas ce que ça a à voir avec la grande culture et la grande civilisation de l'islam. Et puis deuxièmement, pour ma part, les États du Golfe font partie du problème et pas de la solution. Je l'ai écrit dans la lettre ouverte au monde musulman, le wahhabisme répand depuis des décennies dans l'ensemble du monde musulman, grâce à sa puissance financière, un islam qui est un islam complètement rétrograde, qui fait du mal lui aussi, et plus de mal sur la durée, à une civilisation arabo-musulmane qui l'enferme dans une vision littéraliste, dogmatique, machiste, manichéenne et intolérante de l'islam. Donc... Et pourtant, elle a de l'influence. Il faut aussi remettre ça dans le contexte du démantèlement de l'Empire ottoman. C'est-à-dire qu'en gros, tous ces États du Proche-Orient, on leur tracé depuis 1923-1924, donc après que Atatürk, je dirais, ait circonscrit la création de la Turquie. On peut aussi dire, puisqu'on est le centenaire de la ligne de l'accord de Sykes-Picot, dans tous les cas, l'accord du 16 mai 1916, c'est aussi peut-être le fondement je dirais, de cette crispation qu'il y a dans le monde. Donc vous montrez bien, Pierre Gann, qu'il y a une dimension historique. Il y a une dimension historique qu'on ne peut pas négliger, spirituelle. Tout à fait. Mais Pierre-Jean Luizard, les services secrets américains découvrent, paraît-il, que le fils préféré d'Oussama Ben Laden, qui doit avoir aujourd'hui 24 ans, a pris le relais de l'ambition conquérante de son père et qu'il aurait dit récemment « abat l'Occident, combattez-le chez lui par tous les moyens ». Est-ce que ça veut dire qu'Al-Qaïda revient ? Il n'est jamais vraiment tout à fait parti, mais qu'il revient avec une ambition de rivalité et une ambition de combat contre Daesh. Oui, Al-Qaïda n'a jamais disparu. Je rappelle qu'Al-Qaïda en Irak fait partie de l'État islamique, ce qui est la différence de la Syrie où les deux organisations sont en concurrence. Al-Qaïda fait partie des 6 groupes qui, en 2006, ont proclamé l'État islamique en Irak et au Levant. Mais effectivement, il y a un jeu de rivalité, mais il y a aussi beaucoup de ressemblances parce que ce sont les seuls protagonistes au Moyen-Orient qui résonnent en dehors des limites des frontières en place et des États en place. Mais on peut s'attendre à une rivalité croissante entre
les deux organisations du crime, hein, enfin pour nous, vu par nous du crime, et surtout Tout le monde a du fronts. sang sur les mains au Moyen-Orient. Oui, oui, d'accord. Et en Syrie, 80% des victimes sont le fait du régime de Vous n'avez Bachar pas peur, al-Assad. parce que je vous écoute, vous n'avez pas peur qu'on croit que vous défendiez peut-être un peu trop la compréhension de Daesh. D'abord, il y a cette question, et Non, je vais l'illustrer. je ne me sens pas inquiet à ce sujet parce que je suis conscient du fait que l'État islamique est une menace mortelle pour nos démocraties. Mais justement, parce que c'est une menace mortelle, il ne faut pas le traiter comme une maladie psychiatrique, mais comme un phénomène politique et religieux. Moi, je continue à penser qu'il fait partie d'une certaine tradition de l'islam que nous devons combattre. Et si on ne comprend pas les raisons qui ont fait le succès de l'État islamique, on ne pourra pas le vaincre. Et ces raisons, Mais vous dites, il y a quelques bonnes raisons pour lesquelles les habitants de Mossoul ont accueilli les miliciens de l'État islamique comme des libérateurs. D'accord, au début, mais maintenant, ils voudraient s'en débarrasser. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que si on arrive à éradiquer, comme certains le disent, certains grands chefs politiques et militaires, éradiquer le terrorisme ou la base terroriste de Daesh à Raqqa. D'autres prendront le relais. D'autres prendront le relais. Et il y a l'influence spirituelle, il y a l'influence idéologique que l'on va retrouver là à l'instant. Mais qu'est-ce que vous avez pensé de ce qu'on a appris il y a quelques jours, que 2 enfants vêtus de noir avaient froidement exécuté devant la télé d'une balle dans la tête des soldats du camp d'en face? Oui, il y a de la part de l'État islamique une politique du pire, hein, c'est-à-dire comme si l'État islamique avait consciencieusement listé tout ce qui peut nous révulser, hein, donc les atteintes aux droits des femmes, des enfants, des homosexuels, la réduction en esclavage d'un certain nombre de communautés. Et l'État islamique, c'est ce que j'entendais par le piège Daesh, entend nous pousser à une intervention avant même que nous ayons un projet politique. Ouais, et c'est ce qui s'est passé. De nous attirer par la provocation, de nous présenter comme les éternels croisés. Et comme dirait Philippe Lallemand, ces 2 gosses étaient à la fois des bourreaux et des victimes de la manipulation de Daesh. S'il y a un ennemi, Nathalie Goulet, et si cet ennemi est présent sur le territoire, où en sont les réseaux de djihadistes en France, puisque vous en êtes occupés? Est-ce qu'ils se montrent, qu'ils sont identifiés? Où sont-ils? Écoutez, si on savait où ils étaient, je pense qu'on les aurait attrapés. Ce qui est une certitude, c'est qu'on a pris conscience des difficultés, ce qui n'était pas forcément le cas il y a 2 ou 3 ans. On a pris aussi conscience de l'envergure de ce problème, et puis du fait que notre République avait dans son sein généré ces monstres. Parce que les 9000 des poussières, qui sont d'ailleurs presque 10 000 de gens signalés à l'unité centrale de lutte antiterroriste aujourd'hui, sont des enfants de la République, dont, je rappelle, enfin, sous votre contrôle, monsieur le préfet, qu'il y a à peu près 40% de convertis. Donc tout à l'heure, on disait perdre des idéologies, on a oublié de citer la famille, quand même, dans les piliers, et on n'a plus d'idéologie, mais... La question de la conversion, par exemple, est une question parce que des jeunes gens musulmans se sentent exclus, discriminés, ne comprennent pas la politique étrangère française, tout ce qui fait la bouillabaisse qui les amène en Syrie. À cela, il faut ajouter une dimension supplémentaire qui est la conversion, parce que la conversion, quand même, c'est aussi renier son père, c'est renier sa mère, c'est fort une conversion, enfin pour des gens qui sont croyants, bon, ceux qui ne le sont pas un peu moins, mais c'est quand même un geste supplémentaire additionné. Donc il ne faut pas réduire ce problème des djihadistes à des jeunes musulmans en déshérence, il y a ces convertis, donc c'est quand même une vraie difficulté. Mais ces groupes, alors, ou ces réseaux, on voit bien Oui. qu'ils se dissolvent et qu'ils ont la capacité de se reconstituer assez vite. Oui, oui. Donc, pour les identifier, ça doit faire un problème. Est-ce que ces réseaux et ces situations sont spécifiques à la France, ou ils concernent aussi, j'allais dire, à la France et à la Belgique, ou est-ce qu'ils concernent aussi d'autres pays de l'Europe? Ils concernent d'autres pays d'Europe, on l'a vu aussi en Espagne dans une moindre mesure, mais la France comporte la plus grande communauté musulmane d'Europe. Elle est aussi une cible annoncée par Daesh. Alors la diplomatie française s'oppose au vocable État islamique, hein, donc nous utilisons Daesh pour des raisons évidentes. Mais pourquoi? Parce que certains disent qu'on a peur de nommer ce qui est évident. Oui, c'est vrai, c'est ce que dit Antoine Sfer, par exemple, il a raison. Oui. Moi, je suis de l'avis
moi, je suis de la vieille Pas d'accord. école. La France parle d'une seule voix. Pour moi, j'appelle ça Daesh. Lui donne État islamique et lui donner trop d'importance. Ceci étant, si la diplomatie française change de vocable, je suivrai. Je suis disciplinée en la matière. Donc, pour vous dire qu'aujourd'hui, nos services de renseignement, les services de détection, la détection des signaux faibles, notamment à l'école pour les gens qui sont en voie de radicalisation, tout ça permet d'identifier un certain nombre de choses. On l'a vu au moment du Bataclan notamment, où on a vu cette tentacule et cette professionnalisation des réseaux djihadistes. Donc la prise de conscience est une évidence évidente. Oui. Alors peut-être pour revenir sur, puisque je dirais, le gouvernement a décidé depuis 2 ans de mettre en place tout un dispositif de prévention de ce phénomène, en sachant que jusqu'à présent, on n'a été que dans une perspective de lutte antiterroriste. Et donc la question était de dire, le phénomène devient suffisamment important et grave pour y mettre une dimension préventive. Alors il faut distinguer la radicalisation violente qui conduit au terrorisme et une radicalisation qui ne sera jamais, qui ne conduira jamais au terrorisme. Ou qui pourrait. Mais non, qui pourrait, ça c'est clair, mais c'est aussi tout simplement des personnes qui se renferment dans des logiques communautaristes. D'accord, mais à quel moment et comment, Pierre Gana, vous les repérez? Notre enjeu a été justement là, c'est de rentrer dans le discernement. Et c'est pour ça qu'on a mis en place une plateforme téléphonique avec des personnes formées, parce qu'on a formé, pour pouvoir être dans le discernement. Nous avons quand même des principes de laïcité, je vous rappelle, qui sont au fondement de notre République, qui disent que chacun, sur notre territoire, a le droit, je dirais, à sa liberté, à ce que lui soit garanti sa liberté de conscience et sa liberté de culte, à condition, bien sûr, qu'il ne trouble pas l'ordre public. Donc vous voyez bien que pour discerner entre quelqu'un qui est dans une perspective religieuse, pour peu qu'elle soit religieuse, et une personne qui a une perspective C'est pourquoi je repose ma question. Comment vous faites? Alors on a mis en place toute une batterie d'indicateurs de comportement qui permettent d'isoler les personnes. Les 9500 personnes que nous avons aujourd'hui réussi à isoler, c'est sur la base de critères. Sont en cours de radicalisation, ou pourraient. Il y a combien de radicalisés déjà? On estime qu'il y a toute la gamme. Ça va de la personne de la personne qui a dit en classe certainement un peu maladroitement, peut-être vive, ils ont donné le nom d'un des terroristes qui a sévi dans notre pays, à celui dont on est convaincu que si on lui donnait une Kalachnikov, il nous tirerait dessus. Donc on a toute cette gamme de personnes et la capacité que l'on a aujourd'hui à rentrer dans ce discernement et que nous avons affiné est peut-être ce qui est nouveau dans notre dispositif. Aujourd'hui, on est en capacité de dire celui-là est dans une perspective plutôt quiétiste, et celui-là est plutôt dans une perspective djihadiste. Qui vous les a signalés? Alors c'est souvent la famille. Alors, au niveau de la plateforme téléphonique, souvent la famille à 60%. C'est d'abord la famille. C'est souvent la famille. C'est la famille, c'est la mère de famille qui dit je ne reconnais plus mon enfant. Et qu'est-ce qu'elle fait, le téléphone? Elle téléphone, elle appelle un numéro vert, donc 0800 005 696. Elle appelle ce numéro et elle dit je ne reconnais plus mon enfant. Il est dans une perspective nouvelle. Il est dans une exagération de telle ou telle chose. Donc voilà. Est-ce qu'il y a 40% de jeunes femmes ou de jeunes filles? Alors on a aujourd'hui dans les statistiques, on est à 30% de femmes qui sont concernées et 20% quand vous les avez identifiés, qu'est-ce que vous faites? Alors, d'abord, on le signale au préfet du département. C'est la règle du jeu, c'est-à-dire qu'une fois que la personne est signalée, le préfet du département, du ressort duquel est la famille, est informé. Alors, il lui appartient au préfet d'évaluer le risque de la personne, le risque sécuritaire. Mais une fois que le risque est dégagé, il lui appartient au préfet de proposer à cette famille un accompagnement pour sortir l'enfant d'une perspective radicale. On précise que c'est de la prévention. Ce sont des jeunes qui peuvent être tentés d'aller faire le djihad. La plupart de ceux qui sont passés à l'acte n'avaient aucune pratique religieuse visible. On a parlé de convertis, même s'ils étaient d'origine musulmane, on peut les considérer comme des convertis. Donc ceux-là sont invisibles. Céline Pina. Oui, en fait, ce que je trouve assez surprenant, c'est qu'il y a quand même, on observe sur les territoires des changements de comportement et des changements de référence. On vit tous dans un univers mental et il y a quand même, je comprends la différence et elle est normale entre les quiétistes et les djihadistes. Mais aujourd'hui, ceux qui donnent le ton dans certains endroits sont les gens qui portent la version de la religion justement la plus extrême. En général, des influences soit wahhabites, soit salafistes.
salafistes. Et c'est ceux qui aujourd'hui sont en train d'innerver les consciences, j'allais dire le fond d'écran d'un certain nombre de jeunes, quels qu'ils soient. Et on en arrive vraiment à avoir des comportements, je parlais notamment des relations entre les hommes et les femmes, dans certains quartiers qui sont inadmissibles. On en arrive C'est à cela avoir que vous le remarquiez. C'est simple, le marqueur, c'est la femme. Quand un quartier commence à basculer, les femmes, elles sont sous linceul. Et j'emploie ce terme, même si le linceul est blanc et que là c'est un linceul noir, c'est que tout d'un coup on élimine la femme des espaces publics. Au point qu'aujourd'hui, dans certains endroits, les femmes se rassemblent simplement, même pas pour aller dans des cafés. Déjà, pour aller dans des cafés, c'est l'étape au-dessus. Mais ne serait-ce que pour avoir le droit à l'espace public. On a des quartiers chez nous. Le droit, elles l'ont, mais qu'elles le prennent par rapport à ceux qui les... Non, elles ne l'ont pas. Il y a des pressions sociales qui sont C'est réelles. bien. Il y a des femmes qui vous expliquent. Moi, je me souviens de tensions. Vous arrivez, vous dites, mais pourquoi vous vous disputez tous les deux? Franchement, c'est exagéré. Et en fait, de rupture du lien très fort sur, par exemple, un stage sur lequel une femme arrive, dit bonjour à des hommes. C'est Ramadan. Il y en a un qui est de sa communauté qui vient la voir, qui la prend à part et qui lui dit, tu as fait la bise à des hommes, donc tu ne fais pas Ramadan. Et qui, au moment où il sort de la pièce, va dire un bon appétit en la fixant, elle, droit dans les yeux, pour montrer qu'elle a franchi un marqueur. Donc la peur joue, ou doit jouer. Oui, et j'allais dire, elle est répandue. Et vraiment, dans certains endroits, moi, dans ce que je connais, dans certains endroits, il est de bon ton de se plier à cela. Dans certains endroits, partager la table, alors le lit, n'en parlons pas, mais déjà partager la table est impossible. Tous les interdits sont faits pour qu'on ne puisse même pas prendre de repas ensemble. Il y a des enfants de 5 ans, moi j'ai organisé des goûters. La première fois, je n'ai pas compris, où l'enfant est venu me voir en me disant, est-ce qu'il y a du porc dans les bonbons? Je l'ai regardé en lui disant, bah non, c'est des bonbons. Et puis après, on m'a expliqué, et je suis allée regarder, et comment vous voulez créer du lien social quand la partition se fait dès le niveau partager un repas, c'est la base dans l'hospitalité, c'est la base pour aller connaître l'autre. Que ce phénomène augmente? Oh, malheureusement, il n'augmente pas, il explose. Et il explose dans le déni politique total. Parce que les seules personnes qui tiennent un discours politique à ces jeunes, qui leur donnent une vision du monde, fût-elle horrible, aujourd'hui, ce sont des intégristes et ce sont malheureusement, en règle générale, les plus nombreux viennent de l'islam, sont les salafistes. Mais l'État en face ne dit rien, ne porte aucun discours. Vous dites que les élus n'ont rien dit, qu'ils soient de droite et de gauche, par exemple, sur le salon de la femme ils ont été trop musulmane, longtemps silencieux. Moi, j'étais qu'une petite élue de rien du tout. Si ma parole a porté, c'est parce qu'il n'y avait rien d'autre à se mettre sous la dent. Tous les autres élus du coin, c'était d'autant plus horrible que c'était dans le même endroit où on avait fait les obsèques de Charb. Pour les obsèques de Charb, ils y sont tous allés. Quand il a fallu se battre réellement pour ceux que portait Charb à ce moment-là, qui était ce salon de la femme musulmane, qui était un salon intégriste, il n'y a eu personne. Il n'y a eu que ma voix. Ceux-là, ils ne sont pas sur vos listes. Non, voilà, justement. Ils sont actifs, ils sont là. C'est ce que je disais tout à l'heure. La radicalisation qui, elle, ne conduit pas à la violence, mais qui est pernicieuse parce que elle ne participe pas Elle justifie la déshumanisation de certains et elle justifie le passage à l'acte. Elle pourrait, mais le lien n'est pas établi scientifiquement ou le lien n'est pas, la corrélation n'est pas aussi forte que ça. Mais je dis que je ne dis pas que ça ne pose pas problème. Le soutien moral. Je dis que ça pose problème. Quand on vit au niveau notre vivre ensemble en dépend. Je suis d'accord avec vous. Du local, qu'est-ce qui est le plus grave? Parce que l'accusation peut venir très vite. On passe soit pour un islamophobe, soit pour un Front National. Donc on se tait. Mais oui. Mais les trois quarts Alors aujourd'hui, je trouve que la parole se libère. Mais oui, on a fait taire la plupart des gens là-dessus, parce que quand vous êtes de gauche, on vous a élevé dans le combat contre le Front National, et c'est normal, et c'est un combat légitime. Le jour où on vous accuse d'être à la fois raciste, parce qu'en fait, derrière islamophobe, c'est raciste, et de faire le jeu du Front National, on vous met face aux tabous les plus importants. Mais vous dites qu'il y a une libération de la parole. Oui, et je veux remercier Elisabeth Badinter. Le jour où Elisabeth Badinter a dit « il faut parler, il ne faut plus avoir peur de se faire traiter comme ça », sincèrement... C'est traité d'islamophobe. Oui, elle a soulagé, et elle a libéré une parole. Alors, Nathalie Goulet.
Oui, moi je voulais simplement faire deux observations générales. D'abord, la République, depuis un certain temps, a laissé des quartiers complètement à l'abandon et il y a des territoires La perdus. République, c'est vous aussi. Oui, mais c'est de plusieurs générations, c'est pas seulement la mienne. Bon, ça, Non, je n'ai pas dit vous personnellement, bien sûr, c'est vous, bien sûr, vous en tant que politiques, responsable. vos partis, etc. Mais bien sûr, Oui, oui, mais je vais oui. vous donner... Citoyens aussi. Les citoyens, oui, Nous je vais vous donner un autre Donc il y a une Il y a responsabilité une responsabilité collective. collective. La deuxième chose, c'est que quand on a étudié assez longtemps ces réseaux djihadistes et qu'on a voulu rentrer dans des détails liés à l'islam, alors le rapporteur nous a dit non, hashtag pas d'amalgame, oui, mais enfin il y a un lien. Et donc, si vous voulez, le politiquement correct tue l'action dans l'œuf. C'est-à-dire que parce qu'il faut un politiquement correct, on ne peut pas parler des choses. Les gens qui vont faire ce djihad, qui partent en Syrie, ils ne vont pas au nom de Bouddha, ils y vont au nom d'un islam dévoyé. Et c'est à nous aujourd'hui de remettre l'islam au cœur de la République avec ses limites, qui sont notamment la loi de 1905 et des comportements conformes aux principes de la République. C'est à nous de le faire. Ce Je vous vois noter là. Et en plus, moi, je prends toujours des petites notes. Vous savez ce que j'ai écrit sur vous mon êtes papier gaucher. Oui, j'ai d'abord écrit hydre de Lerne. Vous savez, la fameuse hydre dont Hercule s'ingéniait à couper des têtes qui se mettaient tout le temps à repousser. Je crois que si nous luttons aujourd'hui, et nous avons raison de le faire, parce que c'est l'urgence la plus cruciale, avec toute l'énergie nécessaire contre la radicalisation, il ne faut pas oublier de prendre en compte derrière le terreau favorable qui est toujours en train de se constituer à grande échelle et qui est celui de ces territoires perdus de la République. Par rapport à quoi, je voudrais dire quand même quelque chose qui me semble important, il y a aujourd'hui dans l'islam de France une lutte ouverte entre des forces progressistes et entre des forces rétrogrades. Mais pour le moment, les forces rétrogrades sont Et majoritaires. les forces rétrogrades sont majoritaires, donc nous devons nous inquiéter non seulement de lutter contre ce qui est le plus alarmant dans l'heure, c'est-à-dire la radicalisation, mais au-delà ou en dessous de cela, nous devons lutter surtout à long terme contre tout ce qui est un foyer de repli identitaire qui va entraîner une masse d'intégrisme, de néo-traditionnalisme, de néoconservatisme, etc. Donc nous avons tous des responsabilités, mais alors, vous, les intellectuels, justement, musulmans, Madame Pina français, musulmans, laïcs, républicains, Madame vous l'avez Pina encore dit plus que d'autres. Elisabeth Badinter. Formidable, Elisabeth Badinter. Moi, je suis toujours derrière ce que dit Elisabeth Badinter. Mais il ne faut pas oublier, parce que sinon on fait comme Michel Onfray et on dit il n'y a pas de Spinoza musulman. Il ne faut pas oublier aujourd'hui qu'il y a des grandes voix de conscience musulmane, d'intellectuels musulmans, de penseurs de culture musulmane, qui essaient de lutter également contre cette influence Kamel grandissante. Daoud, Jemila On en a plein. Benhabib, On en a plein. On a des femmes extrêmement engagées. On a des hommes extrêmement engagés. En France. Chador bien sûr. Javan, Bien entendu, on peut faire une liste. Abdenour Bidar. La question ne concerne pas que la France. Alors, Sur la cette question ne partie, concerne pas que la France. sur cette partie, Alors, justement, soyons très clair, la question ne concerne pas. S'il n'y avait que Justement. la France, on saurait où Alors, d'où vient le justement, mal. c'est là où je Donc, voulais en venir, si vous le permettez. C'est-à-dire que l'hydre de Lerne, en réalité, c'est pas seulement au niveau français, en coupant la tête de la radicalisation. Lorsque Pierre-Jean Luisard dit qu'on s'expose à ce que, eh bien, aujourd'hui, ça soit Daesh, comme hier c'était Al-Qaïda, et qu'un jour, ça soit une autre organisation islamiste qui s'autoproclame État ou califat, il faut s'interroger, comme je l'ai fait dans ma lettre ouverte au monde musulman, sur les racines du mal, sur le fait qu'on a une civilisation tout entière qui est en crise extrêmement grave, parce que nulle part, sauf l'exception tunisienne, mais qui est une goutte d'eau dans l'océan Et elle est du monde menacée. arabo-musulman, elle est menacée. Il y a la Libye à côté, un pays dans lequel il n'y a pas d'État. Eh bien, un monde musulman dans lequel il n'y a pas de démocratie, dans lequel les sociétés civiles sont régulièrement étouffées, dans lequel il y a des problèmes de tous ordres, et notamment Qu'est-ce qu'on celui... fait? Parce que là, le diagnostic sur le mal, il est formidable. Non, mais après, je dirais que le diagnostic, il ne serait pas complet si on ne mettait pas en avant également les contradictions des idéaux républicains en terre d'islam, et notamment le fait que l'échec de la France en Algérie a été l'échec des idéaux républicains et pas l'échec du camp anti-républicain. Et nous avons beaucoup de questions à nous poser sur les raisons pour lesquelles l'islam est devenu la religion du colonisé, du fait de la politique d'élite républicaine française. Et du fait d'un monde musulman qui n'arrive toujours Vous ne pas... pouvez pas attribuer cet échec à la France. Je dirais, si on repart même du parce que vous démantèlement de écoutez, l'Empire, là. si du démantèlement de l'Empire ottoman, il y avait bien sûr la France, mais il y avait aussi l'Angleterre. Parlons des forces en présence. Ah ben non, vous pouvez pas vous déconnecter Non, on peut pas- de l'histoire. non, mais on peut pas vous résumer à déconnecter de l'Algérie. l'histoire. Mais on ne peut pas
on ne peut pas non plus. Et puis, il y a aussi, on ne peut pas non plus. Il y a aussi les faire Américains, comme si il y a on ne tout le monde comprenait qui a pas joué sa partition. la vision qu'ont de la laïcité et des idéaux républicains un certain nombre de communautés pour qui la laïcité et les idéaux républicains ont été une légitimation de la colonisation. Il suffit de se référer au discours de Jules Ferry, et même les opposants de Jules Ferry, Clémenceau, quand il a été aux affaires, a légitimé la colonisation. Ça, c'est encore un débat. On revient à l'histoire Oui, lointaine. Mais par exemple, le pape discours. François dit la France exagère un peu avec la laïcité. Vous lui donnez raison? Moi, non. Moi non. Moi non plus. Moi, non. Moi, je pense que Ouais, c'est non, un principe. Je ne peux pas m'interroger, mais je dis non. L'interprétation de la Je trouve laïcité, notre laïcité est inclusive. Contrairement à ce qu'on pense, et je pense que c'est à tort que les gens pensent que cette laïcité peut être, je dirais, exclusive, dans la mesure où on permet à chacun de vivre, je dirais, sa religion. On devrait être capable de faire socle commun avec chacun sa culture, y compris sa dimension spirituelle. Céline Pina. Il le dit sur un point très précis. Il le dit en disant il faudrait autoriser les femmes à être voilées, les femmes musulmanes à être voilées, tout comme on peut autoriser quelqu'un à porter une petite croix. Moi, ce que j'aimerais dire, c'est qu'il y a quand même là une grande différence, qui est qu'une croix, à la limite, hommes et femmes peuvent la porter, un croissant aussi. Le problème du voile, c'est sa signification politique aujourd'hui, qui est très claire, qui est vraiment un signe de refus de l'égalité femmes-hommes et de l'infantilisation de la femme et de sa réduction à un sexe. Ça, je crois qu'à un moment donné, il va falloir le dire, il va falloir le combattre clairement, parce qu'il est insupportable d'entendre aujourd'hui, il y a autant de définitions de voile qu'il y a de femmes qui le portent. Très bien, moi j'ai porté un brassard nazi, je vais expliquer, non, pas du tout. En fait, c'est une croix qui signifie la destruction, mais moi je le fais dans un cadre tout à fait particulier. C'est pas vrai. Tout le monde va comprendre 5 sur 5 le message reçu. Pourquoi est-ce qu'on voile les femmes pour montrer sa puissance? D'abord parce que c'est visuel. Plus vous en avez de voilés, plus vous dites qui contrôle le territoire et plus vous incitez les autres à se soumettre et à se voiler. On est sur c'est quand même assez hallucinant, on est sur des logiques de lutte, de contrôle de pouvoir avec tous les marqueurs et nous on est dans le déni, on refuse de voir ces marqueurs, voire on les réinterprète. Vous l'avez dit, on l'est de moins en moins. Mais j'ai envie de demander pourquoi pendant tant d'années vous étiez à côté, les élus, vous viviez près d'eux, vous ne les avez pas secoués, vous étiez élus. Vous ne les avez pas secoués, changés, vous n'avez pas pratiqué ce signalement, pour ne pas dire cette dénonciation. Est-ce que pour vous aussi c'était la peur? Alors d'abord, je l'ai fait, mais je me suis toujours fait... D'abord, je suis une femme, je cumule les problèmes. Je suis une femme et je parle trop. Je l'ouvre trop sur des sujets sur lesquels je devrais me taire parce que c'est gênant. Donc d'abord, il faut quand même faire face au sexisme dans cette vie politique. Deuxièmement? Et deuxièmement, il y a un moment où c'est pénible. C'est quand vous vous faites traiter d'islamophobe, quand vous faites traiter de raciste, de faire le jeu du Front National par votre propre organisation. Votre premier réflexe, parce que vous y appartenez, c'est comme dans une famille. Vous commencez par vous dire, mais peut-être ils ont raison. Vous commencez par vous flageller. Ça tait la parole. D'où l'intérêt du livre Silence coupable. Il fallait que je renonce à mes mandats. C'est dur. Je l'ai fait. Et vous avez dit vous-même, le livre ressemble un peu à une vengeance primaire. Hein. Vous le disiez comme ça, moi je ne crois pas. C'est pas une vengeance. La vengeance n'a aucun intérêt. Vraiment. La vengeance, c'est cumuler le malheur dans le temps. En revanche, dire je refuse que mon pays... Moi, j'ai été élue j'ai été élue et militante pendant 20 ans. Je vois dans quel état on est en train de laisser mon pays. Je vois le refus des hommes politiques. Et c'est pas le cas de vous, vraiment. Mais je vois le refus des hommes politiques d'incarner le monde commun, de faire leur travail de légitimation de ce monde, d'ensemencer des graines pour dire on peut tous ensemble être créateurs et faire évoluer ce monde. Il y en a un qui échappe aux critiques, apparemment vous le traitez souvent de courageux, c'est Manuel Valls. Je le traite de courageux parce que c'est vrai qu'il l'est. Après, je trouve qu'en revanche, pour proposer une autre vision du monde, une vision inclusive, pour réarmer, mais de façon... pour redire, on a des choses à faire ensemble, et tous ensemble, quelles que soient nos origines, et on peut dépasser vraiment des tas de choses, parce que l'égalité homme-femme, c'est quelque chose de beau. L'égalité entre tous les hommes, c'est quelque chose de beau. On ne refait pas l'ensemble du débat. Vous voulez, Nathalie oui, Goulet, je voulais juste dire, on est quand même dans une situation où il y a une crispation autour de l'islam qui est une crispation, un pic
qu'on n'a jamais connues pour des raisons internes, internationales, etc. La deuxième chose, c'est que si on veut que l'État intervienne dans l'organisation de l'islam, dans son fonctionnement, etc., il ne faut pas qu'on viole la loi de 1905, qu'on a considérée comme étant une chose intouchable. L'État doit faire son travail. Non, mais justement, donc c'est tout à fait compliqué, d'autant que les communautés musulmanes sont parfois en demande, parfois pas en demande de ce genre de choses. Donc, si vous voulez, c'est extrêmement difficile, et comme vous l'avez signalé, on a cette espèce d'hantise d'islamophobie. C'est pourquoi moi je prêche tout à fait, alors pour le coup, le parler franc et le fait de pouvoir parler. Alors justement, et puis j'en reviens à Pierre Gahan. Le premier centre de déradicalisation, il paraît qu'il va être mis en place cet été. Est-ce que c'est vrai? Nous faisons tout pour qu'il sorte de terre cet été, oui, c'est vrai. Quelle est la principale difficulté pour le créer? Est-ce que les populations locales acceptent qu'il y ait des centres de radicalisation dans l'environnement? Pour tout vous dire, le Premier ministre avait souhaité que dans chaque région, on puisse avoir un dispositif qui viendrait compléter le dispositif qui existe actuellement et qui prend en charge les autres personnes qui ne sont pas encore parties. L'idée était qu'il y ait une réponse pour toutes les situations. Ceux qui reviennent, bien sûr, de zones de conflit vont dans la partie carcérale et bien entendu, tous les autres, il fallait une solution pour ces personnes. Et on a imaginé de les accueillir pour certaines de ces personnes dans des centres. Nous avons plusieurs pistes de travail. Il y a une qui est plus aboutie que d'autres, même s'il y a encore des discussions, et qui devrait apparaître dans notre paysage dès la fin de cet été. Oui, et on parle pour l'implantation du château de Pontourny à Beaumont-en-Véran. C'est le dossier le plus avancé à la date d'aujourd'hui. Donc vous annoncez, ou on annonce, le pouvoir public annonce la création de centres, et il n'en est pas sûr. Quand vous dites qu'il y en aura 10 ou 13, il y en aura vraiment 10 ou 13. C'est l'ambition politique qui a été affichée, alors, mais il faut bien démarrer par un centre. Donc, qui est destiné à ces centres? Alors, on a deux publics qui seraient accueillis dans ces centres. Le premier public, c'est une partie des velléitaires. Les velléitaires, ce sont les personnes qui ne sont jamais parties, je dirais, en Syrie. Ça concerne en particulier le premier centre. Velléitaires, comme si vous aviez plus de respect pour les volontaires qui partent. Du moins, on estime que les velléitaires, ce sont des personnes qui voulaient partir et qu'on a empêché de partir pour aller vite. On les a empêchés. On les a empêchés de partir, oui, parce que la doctrine française, c'est de dire on ne laisse pas partir les nôtres, parce que s'ils reviennent, ils seront plus dangereux. Alors, qui va dans ces centres? Ou ira dans ces centres? C'est donc ces personnes qui auront été identifiées dans les préfectures par les préfets à travers les dispositifs actuels qui existent et que j'ai décrits tout à l'heure et qui auront été bien entendu invités à rejoindre. On va essayer de voir précisément combien peuvent être accueillis en même temps. Pour l'instant, on souhaite accueillir 30 personnes. Ouais. Qui les encadre, qui les forme? Alors, il y aura un encadrement psychoclinique important, même post-traumatique pour certains, et puis il y aura une dimension de réinsertion sociale. Oui, oui. Tout simplement. Et quel âge? C'est tous des majeurs pour l'instant. Puisque ceux qui sont mineurs sont dans les dispositifs de droit commun. Alors, est-ce qu'il s'agit de centres qui sont fermés ou entrouverts? Ils ne sont surtout pas fermés. C'est-à-dire qu'ils auront la liberté de circuler, etc. Du moins, nous... Et éventuellement d'aller préparer un attentat et puis revenir. Là, vous caricaturez un peu, mais l'enjeu, lorsque vous, dans une problématique, par exemple, comme la problématique des addictions, ou dans une problématique comme la problématique sectaire, lorsque vous essayez de réinsérer ou de resocialiser des personnes, vous ne les remettez pas en prison. Sinon, d'abord, elles n'ont commis aucun acte criminel auparavant. Les autres sont détenus. Ceux qui ont commis des actes criminels sont en prison. C'est la différence. Ces personnes se sont enfermées dans une logique radicale, se sont fourvoyées dans une voie sans issue. L'idée est de les aider à en sortir. Je peux vous dire que pour une grande partie des personnes qui sont dans cette perspective, elles auraient pu basculer dans une secte. Elles auraient pu basculer dans la délinquance, elles auraient pu basculer dans des addictions. Donc, ces personnes-là, je dirais, à un moment donné, on peut les... Je comprends votre énergie, votre prudence. Si on n'en avait pas, ça ne vaut pas la peine de faire du travail. Mais vous croyez que c'est à la mesure du problème dont parle Céline Pina? Alors, je redis, nous ne sommes pas sur la partie de la radicalisation non violente, qui est la plus pernicieuse, insidieuse, qui ne nous concerne pas que nous, et qui, je dirais, aujourd'hui... Il y a deux dangers. Il y en a un qui est, on va vous écouter, qui est signalé par Dounia Bouzar, qui s'y active. Elle dit qu'il faut éviter toute démarche de désembrigadement frontal
trop directe, car le jeune a déradicalisé, convaincu de tenir C'est pour du ça que je vous prophète ai- la vérité par C'est pour ça rapport que je vous- à nous autres. Oui, ou c'est vous pour ça autres que je vous ai dit endormis, tout à l'heure. C'est pour et ça que les je vous ai dit. occidentalisés. D'abord, je vais vous dire, monsieur El Kabbach, je ne sais pas si je peux vous rassurer là-dessus. À la date où je vous parle, il y a 1600 personnes qui sont prises en charge par des structures associatives de proximité aujourd'hui dans notre pays. C'est-à-dire qu'en gros, il y a un dispositif de prise en charge locale piloté par les préfets. Mais comme dit pour le deuxième danger, éviter les charlatans qui se précipitent dans un business qui semble être Non, profitable. ça c'est autre chose. Très encore. vite, très Ça, vite. c'est autre chose. Pourquoi vous hochiez la tête? Pourquoi vous aviez l'air en désaccord? Et Nathalie Goulet aussi. Très rapidement, j'ai toujours considéré que ces politiques de déradicalisation étaient risibles, si on peut rire dans le contexte actuel, parce qu'elles ne traitent pas un problème politique. Elles entendent traiter un problème d'addiction, comme si c'était des drogués ou comme si c'était des malades, comme on faisait en Union soviétique où on envoyait les opposants dans des Oui, mais c'est pas hôpitaux la même psychiatriques. chose, là. On est face à un problème politique et on leur envoie des psychologues. Oui, non, mais ne rien faire, c'est autre chose. Et alors, quelle est la ne rien solution faire, pour cher- Pierre-Jean c'est Luisard? encore autre chose. La solution, effectivement, elle est difficile, mais c'est ça, le problème. c'est effectivement de bien voir les racines du danger et peut-être, je dirais, d'avoir moins confiance, de nous défendre en ayant moins confiance dans le fait que tant notre que vous système... dites le mal, vous Qu'est-ce êtes que vous très faites des éloquent. jeunes Et quand il faut trouver la solution, vous là, faites des jeunes que notre système Faut politique arrêter un peut aussi discours avoir... de Non, victimisation Nathalie comme Goulet. ça, déjà. D'accord. Ça serait Alors, pas une mal. seconde. Moi, je pense que de toute façon, il faut essayer quelque chose parce qu'on Si peut on pas, fait on peut rien, pas c'est laisser, pas on peut pas laisser responsable. 10 000 gamins en déshérence Possible. sur le sol national parce que c'est des bombes à retardement dans C'est nos pas rues. possible, on Ça, peut c'est pas le un. faire. Deux, il y a ceux qui rentrent, dont on nous explique qu'ils sont 600, 700, 1600. Si on savait combien étaient partis, on saurait combien ils rentrent. Et moi, je voudrais leur nom, leurs adresses. On les a pas. Donc ça, ce sont des dangers potentiels. Ceux qui sont pas partis et ceux qui reviennent, il faut trouver une solution. Mais la première solution, à mon avis, c'est de créer les bons outils. Alors, d'abord, il faut de la modestie. Deux, il faut rendre hommage à ceux qui font quelque chose, parce que c'est très facile assis dans l'hémicycle de décider des choses, mais après, en confronté, vous Sur le voyez bien. terrain. En plus, il faut former les formateurs, parce que vous voyez bien que les gens sont pas prêts. Ils sont pas prêts à reconnaître un musulman qui fait ses 5 prières par jour, dont la femme porte son foulard parce que c'est sa tradition, et puis quelqu'un qui est en voie de déradicalisation. C'est tout un travail de formation à l'école et ailleurs. Il faut former les formateurs et les outils, parce que ça, on les a pas. Ah là là. Et la troisième chose, il faut des outils d'évaluation, parce que tous ces gamins peuvent tricher, et il faut, à mon sens, harmoniser les outils. Vous ne pouvez pas laisser des préfectures. Chaque préfecture organise selon ses capacités. Parfois, il y a des psychiatres, parfois, il n'y en a pas, etc. Donc, il faut On va y uniformiser travailler. tout ça. Mais je redis, Mais- Monsieur Nemouche a bien été identifié comme radicalisé, a été mis en prison, a mis 5 ans en prison, est sorti et a nous a tiré dessus. Donc, moi, je continue à penser que si on continue à penser qu'il suffit, il y a qu'à, Faucon, Ah, bah, c'est ce il que faut je dis. qu'on travaille sur ces personnes. Malgré on ne peut pas le continuer comme ça. confinement C'est pénitentiaire. irresponsable de pas. Ouais, C'est irresponsable de ne pas faire quelque chose. Voilà, moi, je le dis. très clairement. Alors, Mais soyons sérieux, qu'est-ce qui est à la mesure de la gravité de la désaffiliation généralisée, c'est-à-dire de la rupture à toutes les échelles de nos liens sociaux et culturels? Qu'est-ce qui est à la mesure? Ce que j'ai voulu dire dans les tisserands, c'est, je vais vous donner un exemple. La semaine dernière, j'étais à Bergerac. J'ai fait une conférence organisée par toutes les associations de la ville. On a fait ça dans une salle des fêtes qui est dans les quartiers difficiles de Bergerac. Il y avait toutes les populations, de tous les âges, de toutes les couleurs. Et alors ? Eh bien voilà ce qui est à la mesure. Ce qui est à la mesure, c'est la mobilisation qu'on a du mal à voir à partir de Paris, je suis désolé, de la société civile aujourd'hui, c'est-à-dire de tous ces tisserands voilà, qui, vous êtes là. notamment depuis les Justement, attentats... je voulais dire que la société Ah oui. a besoin des tisserands. Exactement. Et qui peut être un tisserand? Vous dites c'est un résistant, un modeste héros de notre temps qui agit partout, souvent avec discrétion, une Mais sorte exactement. de Robin des Bois des temps modernes. Mais Voilà. Robin des Bois, mais alors il faut le dire de la façon la plus exaltée. Moi, ce que je vois depuis l'année dernière, c'est un formidable élan de mobilisation dans l'ensemble de la société française, de façon souvent extrêmement
extrêmement modestes, c'est-à-dire tous les gens qui créent des associations, qui rejoignent des associations parce que partout les gens s'inquiètent de la gravité, il y a une vraie souffrance de la gravité des ruptures, on ne se parle plus, on ne se connaît plus, on laisse les replis et les rejets se multiplier et proliférer. Et donc il me semble qu'effectivement l'État doit agir par rapport à ce qui est le plus urgent, à ce qui est le plus menaçant pour notre sécurité, mais donnons aussi un écho, et à travers l'écho, je le dirais en philosophe, une conscience de soi. Attendez, je finis, s'il vous plaît. Donc donnons un écho et une conscience de soi à ce qui aujourd'hui est formidable dans la société française, c'est-à-dire une vraie réaction citoyenne, une vraie réaction populaire. Moi, je l'ai appelé l'élan des tisserandes et des tisserands, c'est-à-dire l'effort de tous ceux qui recréent du lien, parce que le problème est d'une gravité, me semble-t-il, sans précédent. C'est bien d'être là pour... Non, mais c'est très bien, n'ayez pas peur, pour être là pour témoigner. Et même si de temps en temps, avec de tels propos, vous pouvez passer aux yeux des pessimistes et des cyniques, pour des rêveurs un peu déconnectés de la réalité, alors que vous êtes dans la réalité. Je voudrais abonder, au contraire. Moi, je suis tout à fait... Je voudrais abonder. Moi, je me dis, projetons-nous en fermant les yeux. Imaginons que par un miracle, on ait réglé le problème en Syrie et en Irak. Et qu'il n'y ait plus de terrain, je dirais, de terrain de jeu, de guerre. Nos problèmes, on continuera à les avoir. Donc, ça veut bien dire que notre problème est dans la société, et je suis tout à fait d'accord. Comme il dit... Totalement d'accord avec vous, et qu'il faut qu'on mobilise nos énergies parce que la crainte qu'on pourrait avoir, c'est que le terrain de jeu soit chez nous. Ouais, mobiliser ces énergies, c'est bien. Peut-être assumer le fait qu'à un moment donné, pour avoir une conscience de soi, il faut avoir un soi. Donc aujourd'hui, ce qui perd tout le monde, ce qui fait que les gens sont à ce point-là mal, c'est un manque de repères parce que justement, il est temps qu'aujourd'hui, on ait des politiques qui disent très clairement la loi de la religion, c'est après la loi de la République. Mais vous savez ce que vous êtes. L'égalité, c'est important. Elle peut faire partie des tisserands. Il le fait pas. C'est une tisserande. Alors, oui, tout à fait. vous, le philosophe Bidart se nourrit de tous les penseurs universels à travers votre livre, de tous les temps, de tous les lieux. Je vois que vous citez Platon, Averroès, Confucius, Bergson, Alain Corbin, qui est notre ami, ou le sage, j'ai bien aimé le sage hindou Ramana Maharshi, qui disait « Celui dont vous apprendrez le plus est celui qui vous en aura dit le moins ». Bon, mais je regardais votre livre, vous êtes le premier à avoir qualifié votre livre. C'est un wani, qui est un mot ni indien, ni arabe, ni chinois, ni hébreu. Un wani, c'est quoi un wani? O-I-N-I. Non. Un objet. C'est l'équivalent de l'OVNI. C'est-à-dire c'est un objet intellectuel non identifié. Bah oui, mais il faut faire comprendre à tout le monde. C'est un ovni littéraire. Parce que j'ai essayé de faire de l'humour avec lui, mais apparemment j'ai pas de chance. C'est un objet dit Abdenour Bidart, un objet intellectuel non identifié. Et vous démontrez que cet objet-là, il peut être utile. Ben oui, alors pourquoi c'est un objet littéraire non identifié? Parce que est-ce que je parle de spiritualité? Est-ce que je parle d'écologie? Est-ce que je parle de politique? Est-ce que je parle de ceci ou de cela? En réalité, ce que j'ai essayé de montrer, ce que je vous disais au départ, c'est qu'on est vraiment, me semble-t-il, dans une crise de civilisation qui a quand même cet avantage d'être assez cohérente comme crise de tous les liens. Le lien avec la nature est en crise, le lien social et le lien à toutes les échelles avec les nouvelles guerres de civilisation qui menacent, il est en crise, et le lien à soi, il est en crise dans une société matérialiste. Vous l'avez dit au début, est-ce qu'on a assez conscience de ce que vous dites? Est-ce que vous êtes assez nombreux, les uns et les autres, à dénoncer, à vous battre, à alerter, à signaler ces phénomènes qui sont en train de gagner et parfois de ronger la société française? Je pense qu'on est de plus en plus. Alors, allez-y, Nathalie Goulet. Oui, non, mais je crois que tout le monde est très conscient, mais je voudrais rebondir sur l'objet non identifié. C'est que nos djihadistes, nos terroristes, nos gens qui sont en train de se radicaliser sont aussi des gens non identifiés pour notre société. C'est aussi un objet qu'on ne contrôlait pas et qu'on essaye de contrôler. Donc on est vraiment dans aussi la difficulté de cerner ces personnalités à cause de sujets multiples qui les frappent. Eh bien, Bibliothèque Médicis a mis son projecteur sur les drames, les dangers, les déceptions, les angoisses, et en même temps sur l'espoir qui peut naître demain, à travers les tisserands ou des acteurs, sans être des rêveurs, parce que sinon vous avez le regard impitoyable de Pierre-Jean Luisard, qui connaît les choses qui va lui sur le terrain de tous ces pays. Et Abdenour Bidart, vous avez cité le poète allemand Hölderlin, qui disait « Là où est le péril, peut croître aussi ce qui sauve ». Tous, apparemment, vous agissez avec vos moyens grands et petits pour que s'impose ce qui sauve. La tâche est immense et il faut des tisserands, des résistants
et des guerriers de la paix. Et des créateurs. Et des créateurs. Des créatifs. Voilà. Merci à vous tous. Merci. À la prochaine. À bientôt.